podcast. Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac, d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, les gouttes qui tombent. Bonsoir mes chers amis. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui remonte à 1911. Elle vous montrera que lorsqu'il le voulait, mon ami Arsène Lupin pouvait égaler les plus grands détectives. Et vous en avez déjà eu la preuve dans l'écharpe de soie rouge que je vous ai racontée récemment. D'ailleurs, pour s'amuser, il avait fondé un jour, et à lui tout seul, l'agence Barnett et compagnie. Dans un petit local de la rue de la Borde, on venait le consulter pour les affaires les plus inattendues, et il jouait son rôle de Jim Barnett, détective privé, avec un humour et une virtuosité incomparables, riant ferme dans sa fausse moustache. Il avait composé un personnage pittoresque, et grâce à la diversité de ses dons, il obtenait des succès éclatants. J'ajouterai que la façon dont il se rémunérait lui-même lui assurait de substantiels profits, ainsi que vous allez le voir. Entrez. Mes hommages, madame la baronne. Ah, bonjour, monsieur l'inspecteur. Alors? Eh bien, madame la baronne, j'y renonce. Qu'est-ce que vous dites? Croyez bien que cela m'est très pénible, mais avant tout, je suis un honnête homme et je ne veux pas vous faire illusion davantage. Je suis dans le noir le plus total. Ah, j'apprécie votre franchise, mais je regrette votre insuffisance. Enfin, il faut pourtant que nous en sortions. Devant un problème aussi insoluble, madame la baronne, je ne vois plus qu'une chose à faire. Dites vite. Et je ne vous cache pas que ça sera pour mon amour-propre une assez rude épreuve. Oh, votre amour-propre au point où nous en sommes. Allons, je vous en prie, parlez. Eh bien, je vous conseillerais d'appeler en consultation Jim Barnett. Jim Barnett, qui est-ce? Un détective privé à qui j'ai eu recours plusieurs fois et qui a toujours résolu les problèmes que je lui ai soumis. Un policier privé? Serais-je au moins assuré de sa discrétion? Oh, sur ce point, vous n'avez rien à craindre. Je vous préviens seulement que c'est un garçon un peu libre, qui ne reste peut-être pas toujours à sa place, mais il a un instinct d'une sûreté extraordinaire et une brillante intelligence. Bon, eh bien, envoyez-le-moi. Bien, madame la baronne. Je vous préviens également, ne vous étonnez pas trop de son apparence extérieure. Il s'habille plus comme un Anglais qui traîne les champs de course que comme un policier privé qui devrait passer inaperçu. Ah, il ne passe pas inaperçu. Comment le pourrait-il, avec son melon beige, sa jaquette vert de gris et son pantalon pied de poule? Et je passe sous silence ses guêtres blanches et son monocle qui met tantôt à l'œil droit, tantôt à l'œil gauche. Mais il est fou? Oh non, oh, soyez tranquille. Vous serez même séduite par la vivacité de son regard et le charme du sourire qui se dessine parfois derrière ses grosses moustaches. Il est anglais? Je l'ignore. Son nom, en tout cas, est britannique. Bon, je vais le voir. Il sera ici dans 1 heure. Puis-je formuler une dernière prière? Je vous écoute. Il n'est pas dans les habitudes d'un inspecteur de la sûreté d'avouer son impuissance devant une affaire quelle qu'elle soit, et encore moins de conseiller aux victimes de faire appel à un détective privé. Si mon maître, l'inspecteur Ganimard, était encore en activité, il me ferait limoger. Alors je vous demande donc en grâce que tout ceci demeure strictement entre nous. Je vous le promets. J'aime mon métier et je ne vois qu'une chose, l'arrestation du coupable. Vous êtes un brave homme, monsieur Béchou. Allez vite. L'inspecteur sauta dans un taxi-auto et se fit conduire place Saint-Augustin. Là, il descendit, gagna la rue de la Borde et s'arrêta devant une modeste devanture, agence Barnett et compagnie,
renseignements privés et gratuits. Il entra dans une boutique totalement vide, sans un meuble, et presque aussitôt, un rideau se souleva. Jim Barnett, détective privé, était devant lui. « Oh, cher inspecteur, mais entrez au fond de mon bureau. Asseyez-vous. Que me vaut l'honneur de votre visite ?» J'ai encore une cliente pour vous. Eh bien quoi, Béchou, ne prenez pas cet air désolé. Allez au plus vite, 290 boulevard Saint-Germain. C'est l'hôtel du baron Asserman. Le vieux banquier? Oui. Ah, mais je le connais très bien. Toute sa vie, il a été un pilier de chez Maxime. C'est toujours d'une élégance. Savez-vous que c'est l'homme qui a les bottines les plus étincelantes de Paris? Son valet de chambre les ennuis de vernis et les met à sécher dans un four électrique spécial fabriqué à Londres. À Londres? Quelle époque! Enfin, ce n'est pas au baron que je vous envoie, mais à sa femme. Quoi, la belle Valérie? Oui. Vous connaissez toute la famille? Ah, c'est mon métier. Il paraît qu'il y a 30 ans, c'était une femme ravissante. Hein? Et elle a encore de beaux restes. Ah, mais vous aimez le fruit mûr, à ce que je vois. Je peux même vous préciser qu'elle a eu 2 ou 3 petites aventures qui ont fait scandale. Et on dit que son mari a voulu divorcer. Ah, je ne savais pas. Eh bien, je suis heureux de vous l'apprendre. Bref, en quoi consiste l'affaire? Vous voyez la baronne, je ne veux rien vous dire, j'aurais peur de vous influencer. Affaire difficile, je présume? Très difficile. Ah. Au revoir Barnett et bonne chance. Au revoir Béchou et merci. Naturellement, en ce qui me concerne, discrétion absolue. Vous avez ma parole. Quand Béchou eut tourné le coin de la rue, Lupin Barnett alluma sa pipe, décrocha son blond beige, ferma sa boutique et appela un fiacre qui le conduisit rapidement chez la baronne Asserman. Ah, monsieur Barnett, je suis contente de vous voir. Mais le plaisir est pour moi, chère baronne. Permettez que je baise cette main parfumée. Mais... Non, permettez. Patchouli, n'est-ce pas? Patchouli de chez Pivert. On ne peut rien vous cacher. Ah, que de choses ravissantes vous me cachez pourtant, baronne, et que j'aimerais découvrir. Mais monsieur, je ne tolérerai pas... Pardonnez-moi. Soit. Mais n'oubliez plus qui vous êtes et qui je suis. J'essaierai, madame. Monsieur Béchou m'a assuré que vous aviez l'habitude de débrouiller les affaires les plus compliquées. Je fais de mon mieux, si vous voulez bien m'exposer de quoi il s'agit. Peut-être serait-il bon de fixer tout d'abord vos conditions. L'agence Barnett est entièrement gratuite, baronne. Gratuite? Mais comment cela? À ma seule apparition, ne comprend-on pas tout de suite que mes services sont gracieux? Je préférerais que notre accord prévoie une récompense. Un pourboire? Oh. Enfin, je ne peux pourtant pas... Demeurez mon obligé. Une jolie femme n'est jamais l'obligée de personne. D'ailleurs, ne craignez rien. Quels que soient les services que je pourrais vous rendre, je ferai en sorte que nous soyons entièrement quittes. Que voulez-vous dire par là? Ne vous préoccupez pas. Et dites-moi plutôt de quoi il s'agit. Eh bien, figurez-vous que dimanche dernier, j'avais réuni quelques amis pour un whist. Je me suis couché vers 1h du matin et je me suis endormi rapidement. Soudain, vers 4h, 4h10 exactement, j'ai été réveillé par un bruit assez violent suivi de pas furtifs. Ça provenait de mon boudoir. De cette pièce où nous sommes? Oui. Et où se trouve votre chambre? Là, derrière cette porte. Et où donne cette autre porte? Sur le couloir qui mène à l'escalier de service. Je ne suis pas peureuse. Après un moment d'attente, j'ai sauté du lit, je suis entrée dans ce boudoir, j'ai allumé, il n'y avait personne. Et cette petite vitrine était tombée avec tous les bibelots qu'elle contenait. Alors j'ai couru à la porte de l'escalier de service. Le verrou était mis de l'intérieur. Ça n'était donc pas par là que s'était enfui le voleur. Monsieur le baron, a-t-il sa chambre à cet étage? Oui. Comment y accède-t-on? D'abord par la porte qui donne sur le grand escalier, puis par celle qui communique avec ma chambre. Enfin par une autre, là, qui donne sur le couloir de l'escalier de service. Il y a donc tout lieu de penser que l'inconnu ne s'étant enfui ni par chez vous, ni par l'escalier de service, il a filé en traversant la chambre du baron. Oui, et il est allé sauter par la fenêtre de son cabinet de toilette. Avait-il pénétré de la même façon? C'est certain. Et le baron l'a vu? Oui. Réveillé par le bruit, il s'est levé. Et quand l'individu a voulu s'enfuir, ils se sont battus.
Malheureusement, mon mari est âgé, il souffre d'un rhumatisme au cœur qui nous donne beaucoup d'inquiétude. J'aime mieux vous dire que ce drame a mis le pauvre homme dans un état lamentable, d'autant plus que ce bandit était, paraît-il, mais alors très impressionnant. Impressionnant? En quoi? Mon mari vous expliquera. Quand cela s'est-il passé exactement? Dans la nuit de dimanche à lundi, il y a 4 jours. Et le vol est important? Mais on n'a rien volé. Alors pourquoi avez-vous appelé la police? Parce que mon mari et moi, nous voudrions tout de même bien savoir qui s'est introduit chez nous en pleine nuit et ce que cet individu est venu faire. Et l'inspecteur Béchou n'a trouvé aucun indice? Si, sous un pouf parmi les débris de bibelot, une demi-bougie et un poinçon à manche de bois très sale. Or, au début de l'après-midi, un ouvrier était venu réparer le robinet du lavabo dans le cabinet de toilette de mon mari. Et on a interrogé cet ouvrier? Impossible. Pourquoi? Parce qu'il a disparu. On a ouvert une enquête et l'on a su qu'il avait pris le rapide de Bruxelles à 6 heures du soir et qu'il était arrivé là-bas à minuit, c'est-à-dire 4 heures exactement avant les événements qui se sont déroulés ici. Et maintenant, où est cet ouvrier? On a perdu ses traces à Anvers où, paraît-il, il dépensait de l'argent sans compter. Et c'est tout? Absolument tout. Bien. Puis-je interroger votre mari? Il vient de remonter dans sa chambre, je vais lui demander. Oh, vous veillerez à ne pas le fatiguer, n'est-ce pas? Son cœur est très faible. Pensez, il y a 3 semaines qu'il ne sort plus. Il descend seulement l'après-midi dans son bureau au rez-de-chaussée. C'est tout ce que le médecin lui permet. Entrez. Puis-je vous présenter Monsieur Barnett, mon chéri? Qui ça? Monsieur Jim Barnett, le détective privé dont je vous ai parlé. Qu'il entre. Entrez, Monsieur Barnett. Monsieur le baron? Approchez. Dites donc. Vous devez plaire aux femmes, vous. Moi? Ah oui, Oh. je vois ça à votre œil. Vous leur plaisez, hein? Mon Dieu. Eh ben, profitez-en, mon petit. Et menez-les à la cravache, parce qu'elles ne valent pas cher. Gérald, vous pourriez au moins respecter ma présence. Je serai le premier à le faire depuis bien longtemps. Oh, je préfère céder la place. Et je vous en remercie, ma chère Valérie. À la cravache, vous dis-je, à la cravache. On n'est jamais trop dur avec ces animaux-là. Monsieur le baron, je suis venu pour enquêter au sujet de cette mystérieuse affaire. Ah non, non, j'ai trop de mal à m'en remettre. Ça a été trop affreux. Je préfère ne plus y penser. Permettez-moi d'insister. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais ce que vous avez vu. Non, c'est très simple. Je dormais. Quand tout à coup, le bruit de la vitrine m'a réveillé. Je me lève d'un bond. Et qu'est-ce que je vois entrer dans ma chambre? Un homme qui cherche à fuir. Je lui barre le passage. Il me donne un coup de tête et m'envoie rouler jusque dans mon cabinet de toilette. J'essaie de me relever. Mais tout à coup, je vois la figure de l'homme. Une figure horrible, monsieur. Repoussante. Mangée de petites véroles. Ou de vitrioles. Je ne sais pas. Mais des yeux sanguinolents et pas de nez. Tiens. Un singe. Un vrai singe. J'ai le cœur très faible. D'horreur, je me suis évanoui. Il s'est échappé par la fenêtre du cabinet de toilette? Eh ben oui, on l'a trouvée ouverte. Et d'après vous, qui peut être cet homme? Je ne sais pas. Mais pensez-vous qu'il ait un rapport quelconque avec l'ouvrier qui a fui en Belgique? Non, certainement pas. Le troublant, c'est l'argent que ce plombier dépensait sans compter. Il l'a peut-être gagné aux courses, ou volé quelque part. En tout cas, si le monstre que j'ai vu était son complice, l'expédition n'a rien rapporté, puisque rien ici n'a disparu. Où est votre cabinet de toilette? Là. Je peux entrer? Non, mais la porte est fermée à clé. Plus jamais je ne mettrai les pieds là-dedans. Pourquoi donc? J'ai peur. Je suis très impressionnable, monsieur Barnett. Et le souvenir du monstre que j'ai vu là, dans ce cabinet de toilette, ne cesse de m'obséder. J'ai toujours l'impression qu'il va revenir. Alors j'en ai condamné la porte, une fois pour toutes. Mais pourquoi n'allez-vous pas coucher dans une autre pièce? Mais je ne veux pas quitter ma chambre. J'y suis habitué, j'y ai mes papiers les plus importants. Au besoin, la nuit, je travaille dans mon lit, moi. Ah non, je reste ici.
Auriez-vous l'obligeance de me donner la clé? J'aimerais visiter ce cabinet de toilette. Non, ne me demandez pas ça. Et pour mon enquête, c'est très important. Allons, soyez raisonnable. Vous me contrariez. Si cet homme était derrière la porte. Ce serait inespéré. Donnez-moi la clé. La voici. Merci. Attendez que je prenne mon revolver. Allons, du calme, je vous en prie. Ah oui, vous avez raison. Si ça continue, je vais devenir fou. Tenez, c'est là que je suis tombé, près du poêle. Vous permettez que j'ouvre la fenêtre? Mais si vous voulez. Évidemment, entre ce premier étage et le sol, il n'y a pas une hauteur considérable. Pour un bon acrobate, ce n'est pas terrible à franchir. Dites-moi, monsieur le baron, Oui? il y a longtemps que vous avez fait repeindre l'extérieur de votre hôtel, Non? Il y a 3 mois? mais ce qui explique cette blancheur immaculée. Je vous remercie. Eh bien, dépêchez-vous de sortir, que je referme cette porte à clé. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous prier de m'excuser. J'espère ne pas vous avoir trop fatigué. Non. Au revoir, monsieur Barnett. Si vous découvrez quelque chose, dites-moi tout de suite. Je n'y manquerai pas. Vous allez retrouver ma femme dans son boudoir. Elle vous reconduira. Bonsoir. Monsieur Barnett, alors, comment marche notre enquête? On ne peut mieux, madame. Vous avez découvert quelque chose d'intéressant? Oui, le mystérieux visiteur ne s'est pas enfui par la fenêtre du cabinet de toilette. Mais comment le savez-vous? L'extérieur de la maison a été fraîchement repeint. S'il y avait eu escalade, les traces en seraient visibles. Or, il n'y a ni éraflure, ni la moindre tache. Mais alors comment se serait-il enfui? Dans la chambre de mon mari, nous avons trouvé le verrou de la porte qui donne sur le grand escalier, encore fermé de l'intérieur. Vous permettez? Mais que faites-vous? J'ausculte les murs de ce boudoir Mais pourquoi faire? pour essayer de comprendre. Tiens, ce panneau serait truqué que cela ne m'étonnerait pas. Oh, vous êtes stupéfiant, monsieur Barnett. Ce panneau est truqué, en effet. Pour cacher un coffre-fort encastré dans le mur, probablement. Oui. Et c'est là que vous mettez vos bijoux? Surtout mon collier de perles, une pièce magnifique montée sur 3 rangs. Après la visite de l'inconnu, avez-vous vérifié si ce collier était toujours dans le coffre? Oh, mais c'est la première chose que j'ai faite, vous pensez? Il était dans son écrin. Puis-je l'examiner? Pourquoi faire? Admettons que ce soit pour l'admirer. Bon, eh bien, soyez satisfait. Vous voyez, ce panneau glisse dans une rainure. Je vois maintenant si vous voulez bien ouvrir la porte de ce coffre. Combien de personnes connaissaient le chiffre? Mais je suis la seule. Avec votre mari, naturellement. Oh non, lui-même l'ignore. Ah? Tenez, voyez, voilà le collier. Ah. Oh, c'est vraiment une très belle pièce. Ah, je comprends qu'on voulait voler. Comment vous l'aimez? Mais il n'y a pas eu vol, la preuve. Mais êtes-vous bien sûr que ce collier soit le vôtre? Qu'est-ce que vous dites? Êtes-vous sûr que celui-ci est une valeur quelconque? Comment? Mais il n'y a pas 15 jours, mon bijoutier l'a estimé à 500 000. Ne vous semble-t-il pas plus léger que l'autre? Quel autre? Mais regardez bien ces perles. Ne leur trouvez-vous pas une égalité choquante, une perfection équivoque? Oui, en effet. Monsieur Barnett, que faites-vous? J'éprouve leur résistance avec mes dents. Oui. Hélas, chère baronne, il faut vous rendre à l'évidence. Votre collier vous a été volé et à la place, on en a mis un autre qui est sans aucune valeur.
Si l'autre nuit, il n'y avait pas eu ce bruit de vitrine, vous ne vous aperceviez de rien et à votre prochaine soirée, vous exhibiez sur vos blanches épaules un collier de perles fausses. Mais c'est épouvantable, il faut faire quelque chose. Eh oui, découvrir le voleur. Mais savez-vous au moins dans quelle direction le chercher? J'envisage plusieurs hypothèses. Lesquelles? Je ne peux rien vous dire encore. Il en est une pourtant qui s'impose à mon esprit avec une persistance quelque peu gênante. Comment gênante? Et amusante aussi. Mais enfin, expliquez-vous. Eh bien, si nous supposions, ce n'est qu'une supposition pour rire, que cette nuit-là, le baron, votre mari, ne dormait pas, qu'il s'est levé à 4 heures du matin et que, muni de la bougie et de l'instrument oublié par le plombier, il est venu ouvrir ce coffre. Mais vous êtes fou, Qu'il a voyons. maladroitement renversé cette vitrine et qu'aussitôt il a inventé un mystérieux agresseur pour égarer les recherches. Mais monsieur, je vous interdis. Mais voilà qui expliquerait rudement bien pourquoi le voleur a pu entrer et sortir sans laisser de traces. Vous divaguez, monsieur Barnett. Je vous ai déjà dit que mon mari ignorait le chiffre de ce corps. Bien sûr, mais au cours des années où il a eu le très enviable privilège d'être admis dans votre intimité, il a dû pénétrer souvent dans ce boudoir en votre compagnie et vous voir ouvrir ce coffre. Naturellement. Ne pouvait-il pas noter les déclics, les intervalles, compter le nombre de crans déplacés et peu à peu deviner les 3 lettres du chiffre? Oh, monsieur Barnett, vous insultez le baron Esserman. Vous lui en rendrez raison. Volontiers. Mais en attendant, dites-moi donc s'il existait une copie de votre collier. Une copie? Oui, par prudence, mon mari en avait fait faire une, mais il y a 4 ans. Et qui conservait cette copie? Lui-même. Alors, vous voyez bien que ma supposition n'est pas tellement insensée. Voyons, mais c'est impossible. Vous ne le croyez pas capable d'avoir pris le collier de perles véritable et de l'avoir remplacé par un faux? Mais non. Enfin, c'est-à-dire... je ne sais plus... Mais pourquoi aurait-il fait ça? La fortune du baron le plaçant au-dessus de tout délit, de vol proprement dit, il me semble plutôt avoir obéi à un mobile psychologique, un mobile d'ordre intime. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais, mon Dieu, madame, l'homme est orgueilleux et quand son orgueil est blessé, il n'est guère enclin à l'indulgence. De là à éprouver le besoin de tourmenter, de faire du mal, peut-être de punir. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Quand avez-vous épousé le baron Asserman? Il y a 30 ans. Et pendant ces 30 années de mariage, n'auriez-vous pas, madame, commis, disons, quelques imprudences que votre mari juge encore avec sévérité? Excusez-moi, mais tout à l'heure, il m'a semblé vous être férocement hostile. D'une part, c'est un malade, monsieur, et d'autre part, ma vie privée ne vous regarde pas. Je m'en voudrais d'insister, n'étant ici que pour vous rendre service, dans la mesure où vous le souhaitez. Oh, je ne souhaite plus rien de vous, monsieur. Décidément, vous êtes un homme impossible, allez-vous-en. D'ailleurs, vous pouvez très bien, madame, vous passer de mes services. Votre mari n'a plus la force de sortir. En admettant que ce soit lui le coupable, il n'aura certainement pas commis l'imprudence de confier les perles à quelqu'un. Il les aura cachées dans cette maison et une recherche méthodique vous les fera sûrement découvrir. Adieu, madame. Si vous avez besoin de moi... Oh, certainement plus. Oh, sait-on jamais. Un simple coup de téléphone. Tenez, voici ma carte. Je vous baise les mains, madame. Dès que Lupin Barnett fut parti, la baronne se mit à chercher dans toute la maison son collier, qui demeura introuvable. Après 2 jours de vains efforts, elle songeait, malgré sa répugnance, à reprendre contact avec ce Jim Barnett, quand une fin d'après-midi, pénétrant dans la chambre de son mari, elle le trouva sur son canapé, en proie à une violente crise cardiaque. Gérald, m'entendez-vous? Oh, Oui. Mon Dieu, je vais appeler le docteur. Non, trop tard. À boire. Oh. Donnez-moi à boire. Oui. Tenez, voici la clé du cabinet de toilette. Faites couler l'eau du lavabo. Très fort, ça ira plus vite. Et dans quelques minutes, vous me donnerez à boire un verre d'eau bien fraîche. Bien fraîche. Oui, mon chéri. Voilà, l'eau coule. Comment vous sentez-vous? J'ai à vous parler. Venez, plus près. Écoutez-moi bien. Les perles, le collier. Oui, et bien. Il faut que vous sachiez. Valérie, vous ne m'avez jamais aimé. Vous ne m'avez épousé qu'à cause de ma fortune. Oh, mais ce n'est pas vrai. Ne mentez pas.
Et vous m'avez trompé. Souvent. Avec mes meilleurs amis. Vous m'avez rendu ridicule. Gérald! C'est pourquoi je vous punis. Je suis en train de vous punir. Qu'est-ce que vous dites? Je m'en vais. Content. Parce qu'en ce moment, vos perles s'en vont. Elles aussi. Loin, très loin. À la rivière, à la mer. Oh mon Dieu, mais vous avez la fièvre. Valérie, quel châtiment. Écoutez, les gouttes qui tombent. Les gouttes qui tombent. Maria! Maria! Madame? Oh, Maria! Monsieur ne sait plus ce qu'il dit, alors appelez vite Joseph, qu'il vous aide à le mettre sur son lit. Moi, je cours téléphoner au docteur. Bien, madame. Joseph! Joseph! Le baron Asserman mourut dans la nuit. Sur la demande formelle des deux cousins, on mit les scellés sur tous les meubles de la chambre du défunt. Et après l'enterrement, Valérie reçut la visite du notaire. J'ai entre les mains, madame la baronne, un premier testament de monsieur le baron qui date d'une 20aine d'années et qui vous désignait comme légataire universel. Mais je suis navré de vous dire que le mois dernier, il en a rédigé un autre par lequel il laisse toute sa fortune à ses deux cousines. Oh, mais ce n'est pas possible. Ça, ce second testament, vous l'avez? Après me l'avoir lu, monsieur le baron l'a enfermé dans le secrétaire de sa chambre. Il désirait que l'on n'en prît connaissance qu'une semaine après sa mort. Les scellés ne pourront être levés qu'à cette date. Oh, je comprends maintenant pourquoi il y a 4 ans, il m'a conseillé de vendre tous mes bijoux pour m'acheter un collier de perles. Déshérité! Et le collier qui me reste étant faux, il m'a sciemment réduite à la misère. Oh, c'est indigne, ça, c'est indigne! Je suis désolé, madame. Dès le lendemain, la baronne se décida à aller voir Jim Barnett et elle le mit au courant de la situation. Mais au lieu de s'apitoyer, il éclata de rire. Mais décidément, chère baronne, votre mari était un rude lapin, hein? Oh, monsieur Barnett! Il n'y a pas à dire, le coup du lavabo, c'était une trouvaille. Mais sans fausse modestie, je peux vous dire, moi, que je l'avais flairé, le truc, tout de suite. Quel truc! Quand vous m'avez parlé d'un ouvrier plombier, j'ai vu immédiatement le rapport entre la réparation du lavabo et les projets de votre mari. Allons donc! Oui, s'il vous avait simplement privé de vos perles, ce n'eût été qu'une moitié de vengeance. Or, pour que sa vengeance fût complète, il a inventé quelque chose de bien plus raffiné, de bien plus satanique. Il a fait en sorte que ce soit vous, chère baronne, qui envoyiez une à une chacune de vos perles à la Seine. Qu'est-ce que vous dites? La vérité. Rappelez-vous, je vous ai dit, sur l'extérieur de la maison, il n'y a aucune trace d'escalade et j'ai tout lieu de croire que votre mari a inventé un pseudo-agresseur pour égarer les recherches. Oui, je me souviens. C'est qu'une chose m'avait frappé. Pourquoi le baron avait-il inventé tout exprès un personnage hideux, horrible à voir? Mon Dieu, tout simplement pour dire qu'il avait peur. Excellent prétexte pour condamner l'entrée de son cabinet de toilette. De toute évidence, il voulait que personne ne puisse y pénétrer. C'est alors que, curieux de nature, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait de si particulier dans cette pièce défendue. Et dès le lendemain, profitant de ce que votre mari passe l'après-midi en bas dans son bureau, je me suis glissé dans sa chambre. J'ai ouvert avec une fausse clé la porte du cabinet de toilette et là, j'ai pris le temps qu'il fallait pour examiner tout en détail. Autrement dit, vous avez osé une violation de domicile. J'ai osé. Et qu'avez-vous découvert? Le pot aux roses. Et le lendemain, je filais à Liège où l'un de mes amis dévoués venait de retrouver le nommé Franju. Le plombier? Oui. L'inspecteur Béchou, à qui j'avais téléphoné, m'avait communiqué tous les éléments de son enquête. Ce n'était plus qu'un jeu pour mettre la main sur ce Franju. Le tout est d'avoir des relations habiles qui sachent faire parler les gens. Et Franju a confirmé exactement ce que je pensais. Et vous pensiez quoi? Votre mari a dit au plombier... Vous voyez ce tuyau de vidange là, sous mon lavabo? Il descend en pente douce. Eh bien, cette pente, vous allez encore l'atténuer et vous allez même, dans ce coin obscur, relever un peu le tuyau de manière à former une sorte de cul-de-sac où un objet pourrait au besoin séjourner. Ce que je veux, c'est que lorsque l'on ouvrira le robinet, l'eau remplisse ce creux et entraîne l'objet en question.
Et à cet endroit même, vous percerez un trou d'environ 1 centimètre de diamètre et vous le boucherez avec une cheville en caoutchouc. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et pour acheter la discrétion d'un aussi bon travailleur, le baron lui verse 3 chèques à toucher à 1 mois de distance en Belgique, loin d'éventuels policiers français trop curieux. C'est ahurissant. Et dans la nuit, votre mari opère la substitution des colliers et quand tout est redevenu calme, il enlève la cheville de caoutchouc et par le trou, il glisse dans le tuyau les perles véritables. Il remet la cheville. Et quand il a sa crise cardiaque, il me demande à boire. Je fais couler l'eau et l'eau entraîne les perles. Oh, c'est horrible. Non. Quoi non? Quand l'eau a coulé, elle n'a rien entraîné du tout. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y avait plus de perles. Où était-elle? Dans ma poche. Qu'est-ce que vous dites? Dans ma poche. Et quand j'ai examiné le cabinet de toilette, vous pensez bien que je n'ai pas été loin à découvrir la cheville de caoutchouc. Alors, je l'ai enlevée et j'ai vu les perles. Alors, je n'allais tout de même pas les laisser là. Et vous les avez volées? Rendez-les-moi tout de suite ou j'appelle la police. Oh, vous êtes vexante. Tenez, vous mériteriez que je les ai laissés aller au fond de la Seine. Mais je ne vous en veux pas. Tenez, le voilà, votre collier. Je vous demande pardon. Ce petit sac de toile contient toutes les perles, vérifiez. Il y en a 345 et elles sont véritables. Merci, adieu. Oh, mais comme vous êtes pressée... Baronne, Quoi? ces perles, il y en a bien pour 500 000 francs, m'avez-vous dit? Oui? Je vous les achète. 10 millions. Si c'est une plaisanterie? Étant sans fortune, vous allez être obligé de les revendre. Oui. Eh bien, moi, je vous propose le prix auquel se monte l'héritage de votre mari. Je ne saisis pas le rapport. Vous avez à choisir. Ou le collier de perles, ou l'héritage. Ou l'héritage. Si l'on ne trouve pas le deuxième testament qui vous déshérite, le premier qui vous faisait légataire universel reste bien valable, n'est-ce pas? Évidemment. Eh bien, on ne trouvera pas le second testament. Pourquoi? Parce que le voici. Comment est-il entre vos mains? Eh bien, en sortant du cabinet de toilette dont j'ai soigneusement refermé la porte à clé, j'en ai profité pour faire une petite visite domiciliaire dans la chambre de votre mari. Et vous avez pris le testament? Comme vous le voyez. C'est bien son écriture? Oui. En raison de certains faits qu'elle n'a pas oubliés, je déclare que ma femme ne pourra émettre la moindre prétention sur ma fortune. Et vous avez volé ce papier? Oh! Oh, je ne veux pas être complice. Tant pis que la volonté de mon mari s'accomplisse. Que c'est bien ce que vous faites là, cher ami. Oh, le devoir dans le sacrifice. Oh, car enfin, ces deux vieilles cousines ont besoin de cet héritage pour manger. Qu'importe que chacune possède déjà de 7 à 8 millions, oui, je me suis renseigné, et qu'elles soient avares comme des chouettes. Mais après tout, si c'est la volonté de votre pauvre mari, de ce pauvre baron qui a passé sa vie chez Maxime, à honorer la beauté sous tant d'aimables formes... Taisez-vous. Allons, madame, pour quelques peccadilles de jeunesse, vous accepteriez une telle injustice? Écoutez-moi bien. Si vous choisissez le collier, si ce collier sort de cette pièce... Le notaire recevra demain ce second testament et vous êtes déshérité. Sinon? Sinon, ni vu ni connu. Pas de second testament et la fortune vous reste. Bien entendu, vous abandonnez le collier au petit Jim Barnett pour ses peines et soins, non? Allons, soyez raisonnable. Donnez-moi ce papier. Je vous déteste! Allô, mademoiselle, donnez-moi le 129-72, je vous prie. Allô, la Comédie Française? Je voudrais parler à mademoiselle Célina Dorval. Allô? C'est Jacques. Bonsoir, mon amour, tu vas bien? Qu'est-ce que tu joues ce soir? C'est l'hymen. Dis-moi, après le spectacle, viens donc me retrouver chez Maxime, nous souperons. Oh, si, je t'en prie, il le faut absolument. Pourquoi? Eh bien, tu m'as dit il y a 2 mois que tu serais folle de joie si un jour tu possédais un collier de 3 rangs aussi beau que celui de la baronne Asserman. Tu te souviens? Eh bien, figure-toi que j'ai ici 345 petites merveilles qui te siéraient adorablement. Tu veux les voir? Parfait. À tout à l'heure, mon amour.
Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac, d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, Les gouttes qui tombent. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquer. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin Michel Roux et Robert Vattier, Christian Webel, Jacques Berger, Tania Assurseva et Mireille Perret. Avec Louis Ducreux, le conteur.